C'est une histoire qui aurait pu se dérouler au Mexique, au cœur des cartels du narcotrafic, mais c'est bien en France, à Marseille, que cette escalade dans l'horreur a eu lieu à la fin de la semaine. Notre pays fait face à un nouveau banditisme juvénile et ultra violent qui recrute des ados, tueurs à gages sur les réseaux sociaux. Alors comment en est-on arrivé là? Est-ce qu'on peut mettre fin à cette guerre des gangs? Est-ce qu'on est condamné à l'impuissance? Bonsoir Alexandra Martin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, députée droite républicaine des Alpes-Maritimes. Vous défendez une proposition de loi sur la délinquance des mineurs. On y reviendra. Bonsoir Marie-Carole Sientu. Bienvenue à vous sur ce plateau. Vous êtes sénatrice Les Républicains du Val-de-Marne, la droite républicaine donc, qui vient de changer de nom, membre de la commission d'enquête sur le narcotrafic au Sénat. C'est une commission importante qui a rendu son rapport en mai dernier et il a fait date. On y reviendra également. Jean-Christophe Couvi, bienvenue à vous. Bonsoir. Bonsoir, secrétaire national du syndicat de police Unité. C'est le premier syndicat de police dans notre pays. Enfin, à distance, depuis Marseille. Bonsoir Cyril Huet-Lumbing et merci d'être là. Vous êtes le secrétaire général adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants. Avant de vous laisser à tous les quatre la parole, on va revenir sur les faits et les questions soulevées par cette affaire dans le récap de Bruno Donnec. On accueille tout de suite. Bonsoir Bruno. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Dans votre récap ce soir, un fait divers stupéfiant et des questions très politiques. Oui, alors les faits d'abord Myriam, ils se sont déroulés à Marseille. Deux très jeunes garçons de seulement 15 et 14 ans se sont retrouvés embarqués dans une affaire de règlement de compte entre trafiquants de drogue. Celui de 15 ans a fini poignardé et brûlé vif. Quant au plus jeune des deux, il a tué d'un coup de revolver un chauffeur de VTC de 36 ans. Les jeunes garçons vont répondre à des annonces, non pas pour aller faire les vendages ou même pour vendre de la résine de cannabis sur un point de deal, mais pour aller ôter la vie d'autrui sans aucun remords, sans aucune réflexion. Voilà, alors ce qui frappe dans cette affaire, c'est bien sûr le très jeune âge de ces adolescents, mais c'est aussi le profil extrêmement inattendu de celui qui les a recrutés. Son bras, à ce jeune de 14 ans, a été armé par un commanditaire depuis la prison. Car oui, le commanditaire des faits est bel et bien un prisonnier, un détenu qui a donc réussi à recruter depuis sa cellule deux très jeunes gens. Donc voilà pour les faits. Quelles sont maintenant les questions que soulève cette affaire? Alors les questions, Myriam, elles sont simples. Il y en a deux. La première, c'est celle de l'âge des criminels. Vous savez qu'il existe en France ce qu'on appelle une excuse de minorité. Très concrètement, la responsabilité pénale d'un mineur ne peut être engagée qu'à partir de l'âge de 13 ans. Après 13 ans, des peines de prison peuvent être prononcées, seulement voilà, elles sont considérablement allégées. Or, le garde des Sceaux l'a dit très clairement hier, il envisage de modifier cette disposition. Lorsque des mineurs commettent des infractions extrêmement graves, en pleine connaissance de cause, on peut s'interroger sur la possibilité d'écarter au cas par cas cette excuse. La seconde question maintenant, elle concerne la sécurité à l'intérieur des prisons. Vous avez compris que le commanditaire a agi depuis sa cellule et grâce à un téléphone portable. Il est bien sûr totalement interdit d'en détenir un et pourtant nombreux sont les détenus qui en possèdent. Regardez cet extrait hautement baroque d'un reportage de France 2 dans lequel un prisonnier explique au téléphone à quoi il utilise le sien. Ça dépend des personnes, ça peut être important d'avoir un téléphone pour des affaires d'or à gérer, de gérer des points de deal, on peut tout gérer. On peut donc gérer des points de deal depuis sa prison. L'année dernière, l'administration pénitentiaire a saisi 53 000 téléphones portables. Mais si on en croit les syndicats, vouloir les éradiquer serait un leurre. On lutte, mais en l'état actuel des choses, c'est impossible de lutter efficacement contre ce système. Ça impliquerait des fouilles quotidiennes de l'ensemble des cellules, des fouilles générales. C'est impossible, c'est ingérable. Ingérable, faute de moyens suffisants au moment pile où Didier Migaud évoque un budget à venir qui ne sera pas satisfaisant pour la justice. Le fait divers de Marseille, chère Myriam, ne pouvait pas plus mal tomber.
Merci. Merci beaucoup, Bruno Donnet, pour ce rappel des faits et des questions soulevées. On va venir à vos solutions dans un deuxième temps, mais je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur le profil de ces jeunes tueurs à gages. Marie-Carole Ciuntu, vous avez beaucoup travaillé au Sénat, je l'ai dit, sur le narcotrafic. Est-ce que vous avez été surprise de savoir que dans notre pays, on pouvait recruter des jeunes de 14 ans sur les réseaux sociaux depuis une prison? Est-ce que ce fait divers contre de l'argent, et on va y revenir, beaucoup d'argent, est-ce que ça vous a surpris ou pas? Alors, je ne vais pas dire que j'ai découvert avec cette commission d'enquête, et même le point de départ de cette commission d'enquête, c'est parce qu'on s'était rendu compte qu'on était submergé par le narcotrafic et que ça impliquait ce que vous venez de raconter, c'est-à-dire des familles qui sont fracassées alors qu'elles n'ont rien à voir avec le narcotrafic parce qu'il y a des règlements de compte qui se déroulent assez régulièrement et pas seulement à Marseille, dans d'autres grandes villes et même dans des milieux plus ruraux. Et donc, on a voulu faire le point et voir effectivement où on en était. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est l'importance maintenant de l'argent qui circule. Ouais. Quand vous dites submergé, c'est un mot très fort par le narcotrafic, qu'est-ce qu'on sait? Vous parlez de chiffres d'affaires au niveau national qui permettent de mesurer... Plusieurs milliards. Plusieurs milliards. Toujours en expansion. Oui. En bénéfices, on pense qu'on est à 2-3 milliards et en chiffre d'affaires, plus que ça. Et donc, ça veut dire qu'on peut tout s'offrir. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les mineurs, on a bien compris que c'était intéressant de les utiliser dans plein de métiers qui sont liés à la drogue, avec effectivement, comme vous le dites, quasiment des offres d'emploi qui circulent et on peut recruter comme ça, et avec une certaine forme d'impunité, parce que là, on avait pointé du doigt dans ce rapport qu'il fallait évidemment se dire qu'il y avait une provocation pour recruter des mineurs sur ce type de mission et qu'il fallait bien sûr être très sévère là-dessus. On va venir à la sévérité, à la sanction. Pour le policier que vous êtes, Jean-Christophe Couvi, un mineur de 14 ans, tueur à gages, c'est une claque? C'est une claque et en même temps, on n'arrête pas de le dire que de toute façon, on allait y arriver. Moi-même, sur des plateaux, je m'évertue à dire qu'on allait avoir des enfants soldats bientôt, comme dans certains pays, vous savez. On leur met des kalachnikovs à l'âge de 10 ans, 12 ans, on leur lave le cerveau pour qu'ils deviennent des armes humaines. Et en fait, c'est arrivé même plus tôt que je le pensais. Voilà. Narcomicide, j'ai découvert ce terme. On savait que ça existait, hein, les mafias italiennes, les cartels en Amérique centrale. C'est devenu une profession dans notre pays. Est-ce qu'on peut dire ça? De quoi on parle précisément? Il y a un marché du crime et de la mise à prix sur Internet? Alors déjà, si vous voulez, le marché des stupéfiants, c'est le premier marché criminel au monde. Donc, il faut bien avoir ça en tête. C'est pas qu'un problème français, c'est un problème international aussi. Après, effectivement, j'allais dire, c'est la première start-up nation. Voilà, c'est 240 000 personnes qui vivent du trafic de cannabis. C'est quelques milliers d'emplois temps plein travaillés. Donc, en fait, et d'ailleurs, on compte, entre guillemets, 3 milliards d'euros dans le PIB. Donc, c'est acquis, j'allais dire, c'est acté, malheureusement par l'État, que c'est de l'argent qui rentre dans les caisses. Après, moi, ce qui nous choque effectivement, c'est qu'en face, on a des gamins de 14 ans, 13 ans, des fois même très jeunes, qui n'ont pas peur de la mort, qui n'ont pas peur de la prison, qui n'ont peur de rien en fait, et qui veulent gagner beaucoup d'argent très rapidement. Et c'est des enfants, et c'est pas moi qui le disais, d'ailleurs c'était lors de la commission, c'était le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, qui disait que ces enfants-là, ils ont acté qu'à l'âge de 30 ans, il n'y avait plus d'espoir derrière, c'est-à-dire qu'ils ne se projettent pas. Aujourd'hui, ils vivent au jour le jour, ils n'ont pas de projet économique, socio-professionnel, rien, de famille, tout ça. Ils vivent au jour le jour et ils veulent ramasser un maximum d'argent très rapidement. Alors, quand on regarde, 20 000 euros pour mettre le feu devant la porte d'un concurrent, 50 000 euros pour tuer un rival quand on a 14 ans. Alors évidemment, par rapport aux milliards que vous décriviez du narcotrafic en France, c'est rien du tout. Mais pour un jeune de 14 ans, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'il y a un marché de la mise à prix? Oui, il y a un marché de la mise à prix. De toute façon, il y a des listes d'attente sur les réseaux sociaux. Des listes d'attente? Des listes d'attente, c'est-à-dire que vous savez très bien que quand vous passez une petite annonce, il y a plusieurs personnes, entre guillemets, des gamins qui vont répondre. Et la personne qui lance
le marché, c'est une offre de marché, va pouvoir choisir quelle personne il va prendre. Voilà où on en est. Et en fait, si vous voulez, cette révolution, elle est venue, nous on l'a senti avec l'avènement des réseaux sociaux. Parce que tout nous échappe en fait avec les réseaux sociaux. On voit que les réseaux sociaux ont une place particulièrement centrale dans ce narcotrafic, mais qu'est-ce que ça veut dire les annonces? Où, comment, qu'est-ce qu'on trouve sur Internet précisément? Vous pouvez trouver des armes, vous pouvez trouver des munitions, vous pouvez trouver des voitures volées, vous pouvez trouver il y a tout un monde parallèle en fait que... Vous pouvez trouver des réseaux sur lesquels on offre un mandat de tuer avec des rémunérations à la clé. Petite annonce. Voilà, vous avez une petite annonce et du coup, ça va très très vite et c'est des personnes qui maîtrisent cette communication. Donc en fait, c'est pour ça que nous aussi, policiers, on a besoin d'être au niveau, on a besoin de formation, on a besoin de moyens pour lutter contre la cybercriminalité, ça en fait partie aussi. Et on a besoin effectivement de faire de l'entrisme dans ce monde parallèle. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que des fois, on a, alors pas tout le monde, mais on a effectivement des politiques entre guillemets qui découvrent. Et ça fait une claque parce que effectivement, ces personnes-là ont le pouvoir de changer les choses, ce sont des législateurs. Et nous, on attire l'attention en disant oui, la liberté publique est obligatoire. Chez nous, on fait très attention à cette liberté individuelle et de liberté publique des gens, des citoyens, mais en même temps, il faut qu'on change de braquet parce qu'aujourd'hui, en face de nous, on a des personnes qui se mettent au niveau de l'État. Oui. D'ailleurs, on le voit, Cavaillon, on a brûlé des voitures de police, tout simplement, c'est devant l'État, parce qu'on a fait des opérations. Donc en fait, on a des narcotrafiquants qui aujourd'hui n'ont pas peur de l'État. Et là, ça devient vraiment inquiétant parce qu'ils se mettent à notre niveau. D'ailleurs, je vais vous montrer cette image. On a choisi de ne pas vous diffuser la vidéo de ceux qui se font appeler les DZ Mafia. C'est en réaction donc au commanditaire qui affirmait donc avoir commandité les meurtres pour cette DZ Mafia. Voilà l'organisation, voilà la photo. Alors on n'a pas diffusé le reste de la vidéo, mais clairement il nie la responsabilité dans les homicides de Marseille. C'est édifiant de voir ça. Ça veut dire qu'il y a déjà une communication. Quand le policier que vous êtes dit, au fond, ils se mettent au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'État. Oui, il s'agit en fait d'une société parallèle qui a ses codes, qui a ses principes, qui a sa hiérarchie. Et ce fait divers, qui n'en est pas un d'ailleurs, parce que c'est un véritable fait de société, est l'expression la plus violente et la plus choquante de ce que je dénonce depuis 2022, c'est-à-dire la recrudescence d'une délinquance de mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus violents. Aujourd'hui, on parle d'adolescents qui ont 14 et 15 ans, mais souvent, ils sont encore plus jeunes. Et tout fait confondu, ils sont malheureusement de plus en plus nombreux. Alors à quoi fait-on face, avant de parler des solutions et des remèdes possibles? Parce que c'est vrai que quand on regarde ce fait de société, si c'en est un d'après ce que vous dites, Madame la députée, il y a une forme de barbarie dans ce meurtre. Il y a 50 coups de couteau avant de brûler vif sa cible. C'est quoi? Ce sont des jeunes qui n'ont plus aucune mesure de ce que c'est que l'ultraviolence. Ils ont basculé dans quoi? Ils ont basculé dans un monde parallèle qui est difficile à comprendre pour nous. Ils n'ont pas reçu, je pense, d'éducation de leurs parents. Moi, je pointe aussi dans ces faits la responsabilité des parents qui ont totalement abandonné leurs enfants. Ils sont dans la rue très jeunes. Et donc, forcément, ils s'adaptent plus rapidement à la loi de la rue qu'à la loi de la France et à la loi de leur clan aussi, de leur communauté. Et ça, il faut le dire très clairement. Qu'est-ce que vous voulez dire par la communauté? À des lois qui aujourd'hui viennent provoquer la loi française, la loi de la nation, avec, comme je vous le disais, des codes totalement parallèles qui sont pour eux bien plus importants à respecter et à exécuter que la loi, parce que aussi il y a effectivement, vous le disiez, une forme d'impunité. Un signal qui n'est pas assez fort donné par l'État, et parce que ils savent qu'ils pourront échapper à la sanction, éventuellement ils auront une peine alternative.
Ou encore que les narcotrafiquants adultes qui utilisent des enfants, des fois qui ont 9 ans, ils savent parfaitement que cet enfant ne risque rien. Alors on va y aller sur les solutions. Bruno Donnet nous disait clairement, il y a la prison, les téléphones portables, et puis il y a la question de la délinquance des mineurs, la criminalité des mineurs, l'excuse de minorité, mais il y a sans doute d'autres choses à faire. On parle des opérations Place Net. Est-ce que ça marche pas pour lutter contre le narcotrafic? Cyril Huet-Limbing, déjà le commanditaire en prison, c'est assez édifiant. Quand il a vu que finalement son opération tournait court et qu'il voulait dire « j'ai rien à voir avec le meurtre du chauffeur du VTC », il a lui-même appelé la police. En fait, ils doutent de rien aujourd'hui, ces gens-là en prison. Si vous saviez ce qui leur passe par la tête, on voit de plus en plus de choses. Hein. Moi, personnellement, je n'arrive pas à tout comprendre et à tout imaginer. Et puis, moi, mon sujet, c'est pas forcément ce que la population pénale a dans la tête, mais surtout comment on va réussir, nous, à trouver des solutions adaptées pour pouvoir endiguer tous ces phénomènes-là. Parce que là, on parle aujourd'hui d'une commande de meurtre depuis l'intérieur de la prison. Moi, je vais vous rappeler des faits, hein, des faits qui peuvent être peut-être aussi barbares et similaires. Il y a quelques mois, dans un des établissements, par le biais d'un téléphone portable et des réseaux sociaux, en direct, avec le commanditeur de l'autre côté du réseau social, qui disait au co-cellulaire de la victime viole-le, rentre-lui un balai, fais-lui manger de ses excréments, il était drogué à son insu. C'est pas des cas isolés, hein. C'est juste qu'on en parle. On en parle, ça va faire du bruit 15 jours et après on n'en parlera plus. Alors, expliquez-nous concrètement. On entendait ce chiffre, 53 000 portables ont été saisis l'année dernière et pourtant on voit bien qu'encore aujourd'hui, les dealers, les narcotrafiquants utilisent leurs cellules comme des bureaux pour télétravailler. C'est un peu le sentiment qu'on a ce soir. Est-ce que vous avez les moyens d'interdire effectivement les téléphones portables dans les prisons ? Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on vous veut bien nous donner des moyens? C'est ça la vraie question. Ça fait des années qu'on explique qu'on n'a pas de moyens et qu'on ne peut pas lutter contre ça. Et le peu de moyens qu'on avait, on nous l'a levé. On nous a interdit les fouilles systématiques depuis 2014. On ne peut plus fouiller les détenus de manière systématique dès lors qu'ils ont un contact avec la famille extérieure ou avec des personnes extérieures. Ça, on ne peut plus le faire. On l'a dit au garde des Sceaux qui était sortant, on l'a dit à celui d'avant et à celui d'avant. Il n'y a rien qu'à changer. Toujours la même chose, des promesses, mais en fait, ils ne font rien. On nous parle d'outils. On nous a parlé des drones, des produits, des appareils anti-drones. 38 appareils parce qu'on nous dit que c'est par les drones qu'ils arrivent à se procurer les téléphones, parfois. Bien sûr. Bien sûr, très souvent même. Très souvent. Très peu d'établissements sont fonctionnels pour lutter contre les drones. Très peu. Et même certains établissements qui sont équipés de matériel anti-drone, ils ont de pression de la part de la population pénale qui les désactive. Donc, à un moment donné, on ne peut pas lutter contre ça parce qu'il y a ce système d'achat de la paix sociale qui nous met à mal. Donc, est-ce que vraiment, c'est ça la question, l'administration a cette volonté de vouloir nous donner les moyens d'endiguer ce phénomène du téléphone portable comme les produits stupéfiants ou armes artisanales, d'autres choses. Ce que vous nous dites finalement, et je vous passe la parole aux décideurs, aux législateurs, c'est pas forcément une question d'effectifs de surveillants en prison. On nous dit souvent qu'avec la surpopulation, il n'y a pas assez de surveillants, d'administration pénitentiaire pour justement contrôler et interdire effectivement les portables. C'est plutôt des moyens d'action de droit que vous attendez. Alors non, c'est un tout. Il y a des actions de droit. Mais aujourd'hui, on a plus de 150% de surpopulation carcérale. On a énormément de manque de moyens humains. Aujourd'hui, on nous annonce qu'il faut faire des économies. Donc, on va en avoir encore moins. Donc, il faut faire sans moyens de contrainte, sans la législation et sans les moyens humains. Il va falloir qu'on m'explique. Aujourd'hui, on nous annonce moins 500 000 € sur le budget du ministère de la Justice. Ça veut dire que dans le ministère de la Justice, il y a la magistrature, il y a la réinsertion, et après vient la dernière chose, l'administration pénitentiaire. Combien il va rester de budget quand on nous dit que hier, à la commission des lois,
notre garde des Sceaux nous explique qu'il veut acheter des barrières infrarouges, renforcer des clôtures, mettre des filets anti-projection. Bien compris. Ok, tout ça, ça veut rien Bien dire. compris. Allez, on va faire réagir maintenant le législateur, la sénatrice que vous êtes d'abord, Marie-Carole Ciuntu. C'est vrai que maintenant, vous êtes à droite, donc dans la coalition au pouvoir, donc dans la majorité, même si elle est très relative, c'est la majorité. Il y a moins de moyens. C'est une évidence, vu la dégradation des comptes publics. Et en même temps, voilà, il y a des réels besoins. Vous allez voter tout ça. Comment vous allez répondre à ce surveillant de prison, notamment? C'est bien évident qu'il faut faire des choix. Dans le rapport, on dit clairement que maintenant, la prison est devenue une ligne normale dans un curriculum vitae d'un narcotrafiquant. C'est pour lui un passage obligé et un moment où il est en résidence comme une autre, quasiment banalisé. Donc en fait, on est très conscient de ça. Les rapports le pointent, on le sait, et pour autant, on prend effectivement des mesures qui, loin de contrarier ce constat, l'aggravent, comme s'il y avait quelque part, et c'est bien ce que les magistrats de Marseille avaient dit, parce qu'eux aussi décrivent que les trafiquants continuent même emprisonner leur trafic et que ça ne contribue pas à leur faire gagner la guerre. Ils avaient dit clairement, la guerre, on est en train de la perdre. Donc il y a effectivement des choix à faire, il y a des priorisations, il y a des moyens à donner, mais il y a aussi des règles à mettre en place qui ne soient pas un obstacle à la réussite d'une politique que l'on veut mener. Quand on en arrive là, il n'y a plus le choix, il n'y a plus le temps. Voilà. Didier Migaud, le garde des Sceaux, vous l'avez entendu comme moi, Madame la députée Martin. Je voudrais quand même rajouter, par rapport aussi à cette jeunesse ultra-violente, on se dit, mais comment on en est arrivé là? Il faut quand même faire le lien aussi entre une immigration qui arrive dans notre pays, avec notamment le problème des mineurs isolés, et à Marseille en particulier, on voit bien que ce sont de moins en moins les jeunes des cités qui ont compris malheureusement quand même s'ils l'ont entériné, et même s'ils n'ont plus d'espoir, et même s'ils ont des schémas très noirs sur ce que peuvent être leurs vies, c'est quand même maintenant des jeunes qui viennent d'ailleurs, pas forcément de Marseille, et surtout ces mineurs isolés qui sont livrés vraiment comme de la chair à canon aux narcotrafiquants qui en font à peu près ce qu'ils veulent, et de toute façon leur parcours il s'arrête, comme on vient de le voir, c'est-à-dire par une fin tragique et une mort certaine. Une mort certaine. Pour vous, ils sont morts avant même... Vu la violence qu'on vient tous de décrire, je ne vais pas le reprendre, ce que j'ai entendu à Marseille, ce que j'ai entendu à Bobigny, c'est monstrueux. Et parfois, les familles ne sont pas consentantes et ne sont pas dans les trafics. Mais ce qu'il faut savoir, combien de fois on nous a raconté que des jeunes qui ont voulu se sortir des trafics, on leur disait qu'ils avaient des dettes et qu'il fallait payer, et s'ils ne les payaient pas, on menaçait leur mère, et en particulier, maintenant, on va surtout sur leurs sœurs et sur des risques de prostitution. Ça aussi, c'est abominable. Prostitution et on a sœurs. des parents qui nous racontent, parce que dans cette commission, on a aussi été voir des familles qui nous ont raconté comment on leur envoyait les vidéos de leurs enfants pour bien faire comprendre la leçon, et comment on les avait torturés, martyrisés dans des caves. Oui. Voilà, la jambisation, par exemple, tous ces mots qui ne sont pas encore du langage courant. On tire dans les jambes, c'est ça? Non, on plante un couteau, par exemple, pour que la leçon soit bien apprise, et que pour que les jeunes aussi ils filent droit. Voilà ce que l'on a. Donc c'est des intimidations avec des niveaux de violence assez inouïs. Même question, Alexandra Martin. Il y a le budget qui commence ici à l'Assemblée nationale, il ira au Sénat, évidemment. C'est compatible de se permettre de commencer à diminuer un peu ce budget de la justice, et sans doute celui de la police. On attend d'avoir les arbitrages dans un moment pareil. Est-ce que c'est possible de faire ça? Nous évoquons aujourd'hui une guerre. Et oui, nous sommes en guerre contre le narcotrafic, contre la délinquance qui vient pourrir la vie des citoyens tous les jours. Et moi, je suis commissaire à la Défense. Quand on est en guerre, il faut en face que nous ayons une économie de guerre. Donc oui, il va falloir donner des moyens supplémentaires pour soutenir nos policiers, pour soutenir les agents pénitentiaires. Quand je vois qu'aujourd'hui, les brouilleurs dans les prisons, je parle sous votre contrôle, monsieur, que les brouilleurs dans les prisons ne brouillent pas les 4G ou les 5G, parce que nous sommes tout à fait... nous avons les brouilleurs de la préhistoire. Ah oui, encore une histoire de moyens. moyens. Et là, c'est encore une histoire de moyens. Alors, il y a les moyens, les outils qu'il faut donner à la police, plus d'effectifs aussi. Quand j'entends dans quelles conditions, et quand je vois
dans quelles conditions nos policiers travaillent avec énormément de courage. Mais il faut aussi donner des moyens juridiques et il faut envoyer des messages plus forts. On y va sur les moyens juridiques. Votre proposition de loi, elle vise à rendre possible l'atténuation de l'excuse de minorité. Expliquez-nous. Oui, donc effectivement, dès 2022 et récemment, j'ai redéposé une proposition de loi. Nous avons travaillé avec David Lisnard et des personnalités qualifiées comme le docteur Maurice Berger, qui travaille en centre éducatif fermé, des solutions pour venir à bout de ce fléau qu'est la délinquance des mineurs qui ne cesse de croître. Et notamment en diminuant oui, aujourd'hui, il faut le rappeler, aujourd'hui, un mineur de moins de 16 ans ne peut pas être puni pénalement comme un majeur. Voilà, c'est bien ça la règle. Il encourt 50% de la peine qu'aurait encouru un adulte. Déjà, moi je dis, il faut qu'il encourt 20%. Donc déjà, on ramène à 20% l'atténuation de la peine. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut aller plus loin. Pour tout quoi voilà, pour à partir de l'âge de 13 ans. Mais à partir d'un niveau d'infraction commise, j'imagine. Oui, bien sûr. À l'appréciation du juge. À l'appréciation du juge. Mais je crois qu'il faut aller plus loin aujourd'hui, que, comme je le disais au début, il faut inverser la présomption de l'excuse de minorité, c'est-à-dire que le juge, à partir de l'âge de 13 ans, devra justifier de l'utilisation de l'excuse de minorité, l'excuse de minorité devenant l'exception. Oui. Et puis aujourd'hui le principe. Je crois que ça serait vraiment le signal le plus fort que l'on pourrait envoyer à tous ces jeunes qui aujourd'hui sont à la dérive. Et puis il y a d'autres solutions. Aussi la construction, on parlait tout à l'heure de la surpopulation carcérale, mais bien sûr, il faut aujourd'hui construire 30 000 places de prison en plus. Aujourd'hui les juges décident de leurs sanctions, non pas en fonction de leur doctrine, mais en fonction du nombre de prisons qu'ils ont à leur disposition. Oui, vous savez que c'est un vieux serpent de mer. Hein. Il faut aussi que tous les présidents promettent plus de places, des dizaines de milliers de places. Mais à la fin des quinquennats, le compte n'y est jamais. Parce que ça a des conséquences importantes sur les sanctions. Alors, sur l'excuse de minorité, je voudrais aller voir le policier que vous êtes, Jean-Christophe Couvi. Est-ce que vous attendez ce type de mesures ? Est-ce que les narcotrafiquants utilisent justement la jeunesse, la minorité de ces jeunes-là pour aller au casse-pipe parce qu'ils savent, une fois qu'ils sont jugés, qu'ils ne risquent au fond pas grand-chose par rapport aux adultes ? En fait, les narcotrafiquants sont des pragmatiques, des capitalistes, et eux, ils vont au plus rapide. Et ils ont identifié toutes les failles de notre système. Oui. Effectivement, on a des faiblesses, des angles morts. Et oui, la jeunesse, ça devient un angle mort, ça devient une faiblesse, tout comme effectivement les mineurs isolés. Ils ont bien compris qu'ils ont inventé maintenant la sous-traitance. Donc ils sous-traitent les mineurs isolés parce qu'ils savent très bien qu'effectivement, ils ne risquent pas grand-chose. Vous pensez vraiment que ça pourrait être dissuasif ? Alors, encore une fois, ce n'est pas que la répression. Il y a aussi la prévention, et ça, il ne faudra pas l'oublier. C'est les deux jambes de la République. Prévention, répression, c'est toujours pareil. C'est comme la justice et la police, on marche de pair. Ce qu'il faut, effectivement, c'est d'avoir une certitude de la peine. Or, aujourd'hui, les enfants, on dit toujours la prison, c'est l'exception. D'ailleurs, pour les peines de moins d'1 an, y compris même pour les adultes, la circulaire Belloubet est toujours en activité. Donc, c'est-à-dire qu'on nous dit bien qu'il faut toujours privilégier, l'aménagement de la peine et surtout pas d'aller en prison. Donc, en fait, il faut rétablir des peines courtes, qui ne sont pas désocialisantes. Quand vous allez faire 15 jours dans une prison, dans une cellule, où justement vous allez réfléchir à ce que va devenir votre vie. Et ça, c'est Maurice Berger aussi qui le dit. Moi, j'aime beaucoup Maurice Berger. Qui est Maurice Berger, rappelez-vous ? C'est un pédopsychiatre qui travaille justement avec cette jeunesse et qui a fait un livre-rapport. J'invite tous les hommes d'État à le lire, parce qu'en fait, lui aussi, il a ouvert le capot du moteur, il a les mains dans le cambouis. Et il le dit, en fait. Il dit, aujourd'hui, les jeunes ne comprennent pas le sens de la peine. C'est comme votre enfant. Votre enfant fait une bêtise, vous allez le punir. Vous avez un contrat avec lui. Vous dites, attention, je te préviens. Si tu fais ta bêtise, tu auras une punition. Bon, la punition, elle doit être concomitante à l'action. Si vous punissez votre gamin 6 mois plus tard pour avoir fait une bêtise aujourd'hui, ça rime à rien. Entre-temps, il est passé à autre chose. Ils ne sont pas structurés comme nous, les enfants, c'est normal. Et donc, l'idée, c'est quand même d'en faire des adultes et des citoyens modèles. Mais en même temps, il y a le côté éducatif. Ça, je suis d'accord, mais en même temps, il faut que la punition elle tombe. Et ça, ils l'acceptent. Ils doivent le comprendre. Voilà. Après, comme on disait, c'est limiter effectivement l'aménagement des peines et refonder réellement la justice aujourd'hui qui doit protéger les citoyens et puis, trancher un conflit dans la société. C'est ça un juge, en fait. Alors, encore faut-il... Et je vous donne la parole tout de suite, Marie-Carole Ciuntu, mais je voudrais qu'on écoute Cyril Huel-Dimbing. Encore faut-il qu'il y ait des places de prison pour ces mineurs, des places dans les centres éducatifs fermés. Comment vous regardez cette question-là de l'excuse de minorité ? Est-ce qu'en France, on aurait les moyens d'enfermer, en cas évidemment de passage à l'acte criminel avéré, condamné par la justice, davantage ?
Alors, moi, pour moi, la justice, il y a un problème dans son fonctionnement, mais c'est qu'un avis personnel et j'ai pas de solution à apporter là-dessus. Mais on va pouvoir faire autant de places de prison qu'on veut. De toute manière, on va incarcérer encore plus. On a mis en place plein de choses, des métiers, des budgets sur la réinsertion. C'est obsolète, ça fonctionne pas. La réinsertion, elle est quasi nulle. Et là, c'est un premier sujet. Ensuite, les places pour les mineurs. Bah, malheureusement, on en trouvera toujours. Là, aujourd'hui, la plupart du temps, ils sont isolés, sauf quand ils le demandent. Mais il n'y aura pas de difficulté à créer des places pour les mineurs. Maintenant, c'est comment ils vont se comporter, comment on va les gérer, sans moyens humains, sans moyens de contrainte. Ça, c'est encore une difficulté parce qu'un mineur dans un établissement pénitentiaire d'adultes, c'est compliqué, c'est très, très compliqué à gérer. Merci, merci beaucoup Marie-Claire Sientu. Alors, sur l'excuse de minorité et puis vos solutions en tant que sénatrice après ce rapport. C'est sûr qu'on a des prisons surpeuplées, mais ce qu'on remarque, c'est que pour nous, on va en prison quand vraiment on pense qu'on ne peut plus l'éviter. Et pour les mineurs, c'est exactement ça la philosophie. Des petites peines, on ne veut pas en prononcer, parce qu'on se dit, si c'est des petites peines, il ne faut pas qu'ils y aillent. Quand c'est des peines un petit peu plus longues, on les raccourcit. Et de toute façon, effectivement, on les punit bien après qu'ils aient effectué des actes très graves. Et il ne s'agit pas de ne pas tenir compte du fait qu'ils sont jeunes, il ne s'agit pas non plus de ne pas proportionner la sanction à ce qu'ils font, mais en fait, dans les autres pays, on voit qu'en ayant incarcéré tout de suite, c'est-à-dire vous faites quelque chose qui est grave. Justement, il y a une atteinte à l'intégrité de la personne. Donc c'est l'exécution de la peine qui doit être rapide. Non seulement vous êtes condamné tout de suite, l'exécution, c'est tout de suite, c'est très court, c'est sans doute effectivement il faut aménager effectivement les lieux qui accueillent ces mineurs. Il ne faut pas effectivement mélanger tout âge et les mettre avec des délinquants plus chevronnés. Et là, vous vous rendez compte que la récidive n'est pas la même, que la chance de s'en sortir, elle est là. Alors que nous, finalement, on incarcère, et les gens qu'on incarcère, si on les relâche, ils recommencent, et de toute façon, on les garde en prison parce qu'on voit bien qu'il faut quand même qu'on précise que résolu. Dans cette affaire de Marseille, le jeune présumé coupable de cet homicide volontaire, il va faire de la prison. Et il peut en faire jusqu'à même 20 ans. Alors c'est rare dans les faits, mais ça peut arriver. C'était possible dans notre état de droit aujourd'hui. Ces jeunes ont des parcours incroyables, ils sont déjà multirécidivistes, et ce que dit justement ce spécialiste que vous citez, c'est que quand vous les avez en face de vous, et c'est sidérant, ils ne savent même pas qu'ils ont fait quelque chose de grave. Et il nous dit, et les magistrats disent aujourd'hui la même chose, ils ne s'en rendent compte que lorsque la sanction tombe et qu'ils se retrouvent face au mur et à l'enfermement. Et là, ils prennent conscience. Et c'est de cela qu'on a besoin pour changer la donne, parce que ces jeunes ne savent pas qu'ils font des choses d'une gravité inouïe. On va s'arrêter là. Il y aura encore beaucoup à dire. On reviendra sans doute sur, malheureusement, j'ai envie de dire, sur ces sujets. Je veux remercier Monsieur Cyril Limbing depuis Marseille. Aïe, la connexion est un peu compliquée. Et je vous remercie également d'avoir participé à ce débat sur